Eh bien le bonjour, voilà, la grande émission se poursuit, voilà, comme tous les jours, voilà, comme ça, c'est du lundi au dimanche, la grande émission, bienvenue, c'était mardi, justement, on avait une première thématique sur l'emploi, on s'est intéressé finalement aux personnes qui recherchent un emploi, et aujourd'hui on va s'intéresser à la facette des recruteurs, tout simplement, et qui de mieux que les personnes qu'on a interviewées justement ce mardi, avec Christelle Defoucault. Bonjour Christelle. Bonjour Philippe. Tu reviens avec notamment cet ouvrage Recruteur, 80 questions pour réussir vos entretiens. Un ouvrage que tu as écrit avec Hélène, qui ne fait pas qu'écrire, c'est Hélène Lee. Hélène Lee, en effet, qui est une recruteuse en fonction, alors que je suis une ex-recruteuse. Et du coup, nous avons associé nos deux cerveaux, nos quatre mains, pour écrire ce livre, sachant qu'Hélène est très présente comme moi sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Et tu as un autre binôme qui est avec Martine Sophie. Bonjour. Bonjour. Martine Sophie Komiakov, avec un groupe sur Facebook, VAR Emploi et Info, mais pas seulement, c'est VAR Emploi et Info, puisque c'était le début de quand on recherche sur Facebook, mais il y a un autre truc qui est associé derrière. Oui, depuis qu'on a créé l'association Loi 1901, on l'a appelé le Réseau du Soleil. Le fameux Réseau du Soleil, et puis on répond à toutes sortes de questions, et aujourd'hui on va s'intéresser aux recruteurs, et je suis accompagné aujourd'hui de Franck. Bonjour. Bonjour Philippe. Est-ce qu'aujourd'hui on part ou pas encore en Nouvelle-Zélande ? Ah, on continue l'aventure. On continue avec de nouveaux paysages, encore une fois. Et voilà. Et puis je t'ai mis un joli paysage face à toi. Regarde. Ah, les cactus, c'est les fameux cactus. Aujourd'hui, j'ai mis Thomas Chapon. Voilà, Thomas Chapon, alias le cactus, comme on dit dans le milieu. Comme bien dans le milieu. Voilà. Un chapon qu'on appelle le cactus, c'est pas mal. Un chapon qui pique. Attention, méfie-toi. Voilà, ça c'est quand on enlevait les plumes, généralement que ça pique un peu, non ? Ah, c'est vrai, j'évite la chair de poule. Effectivement. Donc, n'hésite pas à poser des questions, parce que j'allais dire, quand on est candidat, finalement, on se pose des tas de questions sur les recruteurs aussi. Et aujourd'hui, on va pouvoir les mitrailler de questions. D'autant plus que j'ai déjà eu quelques entretiens d'embauche de l'autre côté en tant qu'embaucheur. Et j'ai un petit cas à exposer et savoir où est-ce que mon embauche a raté finalement, parce que le résultat n'était pas là. J'ai pas tout compris, mais dans quelques instants, il a fait un teasing. Je fais confiance aux téléspectateurs. Ah, oui, eux, je pense qu'ils ont tout compris et tu vas nous éclairer tout à l'heure. Il a fait le teasing d'une petite histoire. Ben voilà, je suis impatient d'y aller. Recruteur. 80 questions pour réussir vos entretiens. Comment trouver la posture adaptée, instaurer une relation de confiance et recruter les bons profils. C'est l'ouvrage peut-être. Gère, c'est quoi la philosophie de cet ouvrage peut-être pour commencer tout bêtement, puisque c'est ce que tu me soufflais un peu en antenne. Disons que la philosophie de cet ouvrage, c'était de réconcilier les candidats et les recruteurs. Et surtout, c'est un ouvrage qui est destiné aux gens dont ce n'est pas nécessairement le métier. Parce que quand on parle de recruteurs, il va y avoir les vrais recruteurs de cabinet, il y a les recruteurs de services RH, il y a les patrons d'entreprises, de petites entreprises qui recrutent pour leur compte. Tous ne maîtrisent pas spécifiquement ce métier. Et puis surtout, il y a plein de gens qui peuvent arriver dans la chaîne. Un stagiaire que l'on va mettre pour faire un processus de filtre, une assistante à qui on dit fais cet entretien, quelqu'un qui passe par là et on lui dit peux-tu remplacer un tel dans un recrutement. Et on a des gens qui sont très déstabilisés par rapport à des candidats qui ne veulent pas spécifiquement leur faire du mal, mais qui d'une certaine façon leur font du mal parce que recruter, savoir poser des questions, savoir mener un entretien, c'est un vrai métier. Et surtout, la philosophie de ce livre, c'est de dire attention, quand vous recrutez, si vous êtes une entreprise, vous pouvez faire du mal à l'image de votre entreprise si vous vous y prenez mal dans un recrutement. Et là, c'est un livre pour mieux s'y prendre. Et notamment 80 questions pour réussir vos entretiens. Est-ce qu'il y a des questions clés qu'un recruteur doit poser ? Et finalement, j'ai l'impression que cet ouvrage peut interpeller aussi les personnes qui peuvent potentiellement postuler aussi. Ah mais c'est ça qui est drôle, c'est que la cible au départ, c'était les recruteurs. Je vois que tu as eu envie de prendre le livre. Hein. Au départ, il était écrit pour les recruteurs, sauf que les chercheurs d'emploi sont malins, qu'ont fait les candidats, et ben ils l'achètent aussi. Parce qu'ils se disent, si on explique à un recruteur quelles questions poser, si je suis candidat, je vais essayer de savoir quelles sont les questions que je peux préparer. Donc en fait, les deux ont acheté ce livre. Je vois des tas de questions. Vous avez envie de réagir spontanément ou pas, Thomas ? Non, mais déjà, je trouve ça une très bonne idée, effectivement, d'aller s'informer sur les candidats. Mais voilà, moi, comme je te dis, j'avais un petit cas pratique que j'aurais bien voulu justement, exposer. Voilà, alors, expose-nous ton cas pratique. Parce que là, en fait, c'est un contexte particulier, c'est un contexte de séjour de vacances. Donc, il fallait que je recrute un adjoint de direction, parce que j'étais directeur du séjour de vacances. Et donc, l'entretien s'est fait à distance et par téléphone. Mais c'est quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi, donc je pensais que c'était plutôt un atout pour lui.
mais pas forcément pour moi, parce que finalement c'est compliqué aussi d'avoir quelqu'un d'un peu plus âgé sous ses ordres, et qui avait un CV quand même assez touffu dans le... Comme ta chevelure. Comme ma chevelure, tout à fait. Dans la gestion des jeunes, notamment la gestion sportive, il avait un BPJEPS, qui est un diplôme d'éducateur sportif. Et voilà, il s'est avéré que, en tout cas sur le terrain, on n'était pas sur la même longueur d'onde, on était beaucoup trop, on va dire, martial pour moi par rapport aux enfants, alors que moi c'est plus un environnement convivial. Et donc, bon, je pense que ce qui m'a fait défaut, c'est de le rencontrer physiquement avant. Mais j'avais pas trop d'autre choix en fait que de le faire par téléphone. Donc je me demande un petit peu qu'est-ce qui a péché, parce que même si les enfants, bien entendu, ils n'ont rien eu de problématique, il a fallu que je sois sur lui pendant tout le séjour, et c'était assez délicat même par rapport à mon équipe, parce qu'il était quand même assez rude aussi avec les jeunes femmes de mon équipe. Ce que pointe Thomas, c'est finalement la peur et l'angoisse de la personne qui va recruter, qui va embaucher, c'est-à-dire comment être certain qu'on choisisse le bon candidat. Alors je dirais que dans la petite histoire de Thomas, ce qui a peut-être péché, ça a été le manque d'analyse. Parce que vous, comme vous vivez dans votre environnement, vous le connaissez très bien, mais vous avez peut-être manqué de ça, de vous dire quel est l'environnement dans lequel cette personne va travailler. Ce sont des jeunes, c'est un environnement sympathique, etc. Et donc de bien déterminer quels sont vos besoins. Parce que du coup, vous auriez pu le questionner par rapport à ça. Comment il se positionne par rapport à la hiérarchie, le mettre en situation. Disons il m'a donné toutes les bonnes réponses en fait. Vous voyez, ce genre de questions, etc. ont été posées. Il se faisait fort d'avoir une expérience au Paris Saint-Germain en tant qu'éducateur de handball. Enfin voilà, donc ça aussi, ça m'a un peu impressionné, parce que je me dis, c'est quand même une institution, donc ils embauchent pas n'importe qui. Voilà, c'était sur son CV en tout cas, c'était déclaré comme tel. Donc, tu allais réagir, Martine-Sophie? Oui, je voulais répondre à ta question concernant est-ce qu'on peut être sûr d'embaucher le bon candidat. On peut tester avant d'embaucher quelqu'un, donc avant la période d'essai, des périodes d'immersion. Donc on a une grande institution publique qui s'occupe de ça, enfin il y en a plusieurs, qui mettent en place donc ce qu'on appelle des stages de l'immersion pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où on va pouvoir, aussi bien le chercheur d'emploi que le recruteur, faire connaissance ensemble avec l'équipe, le monde du travail, pour avoir une meilleure intégration. Plutôt que d'aller directement sur un contrat à durée déterminée ou un CDI et de rompre la période d'essai au bout de 3 jours, 1 semaine ou 1 mois. Ce que tu dis, une fois, ça m'est arrivé, moi, à titre personnel, c'est-à-dire que je suis arrivé, ils m'ont dit, voilà, on aimerait que votre entretien se passe dans une journée entière. On est arrivé le matin, donc je me suis dit, bon, on va discuter. Ils n'ont pas voulu voir mon CV, rien du tout. Ils m'ont envoyé en mission toute la journée et on m'a donné des missions tout au long de la journée où j'étais obligé d'être en interaction avec toute personne de l'entreprise et de solliciter de l'aide parce qu'il y avait des choses que je ne savais du tout pas faire. Et à la fin de la journée, c'était, bon ben voilà, on vous propose telle chose, tel emploi, etc. Et ce genre de choses m'a complètement perdu parce qu'on m'a mis des missions qui ne me correspondaient pas, que je ne savais pas faire en plus. Et pourtant, ça a validé parce ce qu'ils attendaient, c'était de me voir en interaction avec l'équipe et comment je me débrouillais face à des choses justement que je ne savais pas faire. C'est les compétences transversales qu'on ne voit pas sur le CV. C'est pour ça que c'est bien de recevoir les candidats. Et quand on en a un qui nous plaît, une immersion, 1 journée, 2 jours, comme tu as fait. C'est très bien quand on a l'œil d'un recruteur. Dans l'heure qui suit, on voit le candidat s'il peut être crédible ou pas. Tu allais réagir, non? Oui, parce qu'en fait, je trouve que c'est presque indispensable d'en arriver à cette immersion. Parce que pour vraiment connaître et apprendre à connaître cette personne qu'on est censé recruter, donc l'avoir exercé et s'intégrer dans le cadre d'un stage au sein de l'activité de l'entreprise, je pense que c'est quand même essentiel. Plutôt que d'en rester simplement Tout à fait. À des écrits, à des supputations qu'on peut avoir sur des CV. Le contact est primordial, je pense. Et y a-t-il des bonnes questions que les recruteurs doivent justement poser aux postulants? Alors je le ferai en inversé, c'est-à-dire qu'il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Moi, je conseillerais déjà d'éliminer toutes les questions qui peuvent être d'ordre discriminant, liées à la situation personnelle, à l'âge, etc. Mais ça va loin. C'est-à-dire s'ils ont des enfants, des choses comme ça. Mais il y a encore beaucoup de recruteurs qui posent ces questions, non pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est par méconnaissance. Quand ce n'est pas notre métier et qu'on recrute ponctuellement, on ne sait pas qu'on ne peut pas demander à une personne si elle va avoir des enfants ou où elle habite. Il y a de la discrimination. Il y a des questions qui sont interdites même. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas interdit de les poser.
Par contre, si on a un contrôle, il faut prouver que si l'on n'a pas recruté quelqu'un, ce n'est pas lié à une des réponses qu'il nous a faites. Donc c'est ce qu'on dit dans le livre, on dit oubliez toutes ces questions-là. Ce qui compte, c'est vraiment les compétences professionnelles, l'expertise métier, le savoir-être, le savoir-faire, mais rien de personnel. Mais c'est compliqué parce que, par exemple, poser la question de l'adresse, il y a plein de personnes qui disent « mais moi, si quelqu'un habite trop loin, je ne le recrute pas ». Sauf que ça, c'est interdit par la loi. Je vais presque donner aussi un retour d'expérience. J'étais tout gamin, j'étais dans le Var. Il y avait un poste justement à Paris qui était là et on m'appelle le lundi pour le lendemain pour un entretien. Je dis oui et tout. Je demande juste à décaler légèrement et après on me dit mais alors? Je dis oui parce que je dois prendre le train, etc. Et tout. Je vais le prendre de nuit, mais vous inquiétez pas. Ah non mais on vous reçoit pas si vous êtes très loin. Je dis non mais attendez, je viens de vous dire que je serai là, je suis capable d'être là. Et puis 2 jours après, je commençais aussi dans l'emploi. Mais c'est-à-dire qu'il faut pas se projeter en tant que recruteur. C'est-à-dire que la motivation, c'est pas juste, il faut pas projeter de choses finalement par rapport à un CV comme l'éloignement, l'adresse. Finalement, la personne, si elle est motivée, elle peut. Elle peut, et alors surtout, on conseille aux candidats de ne pas mettre l'adresse sur un CV, et comme ça, c'est très simple. Je comprends mieux pourquoi t'aimes prendre le train, du coup, dans tes hobbies. Ah oui, ça c'était quand j'étais jeune. Hein. Ça, c'est quand t'étais jeune. Quand j'étais jeune, je disais que j'aimais prendre le train et le petit déjeuner. Maintenant, j'ai plus le temps du petit déjeuner, je prends plus jamais le train. Et voilà, les couleurs, regarde, tu vois, bleu marine et blanc, tout a disparu, quoi, tu vois. Et donc ça, il n'y a pas de bonne question, finalement, c'est une mauvaise question qu'il ne faut pas poser. Mais est-ce qu'il y a des exemples concrets que le recruteur, qu'est-ce qu'il doit faire pour, voilà, dans tout ça, au-delà des questions, comment il doit effeuiller un CV, mettre en application le CV et le vérifier en entretien, par exemple? Alors justement, c'est ce qu'on dit dans le livre. Ce qui est important, c'est pas la question, mais c'est comment on amène les questions et ce qu'on fait des réponses. Parce que poser une question pour poser une question, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de la réponse? Et la réponse va être intéressante si on arrive à creuser et si on arrive à la mettre dans notre contexte. Vous, il y avait une vraie situation de contexte. Comment il réagit dans telle situation? Est-ce qu'il va se plaire dans l'équipe, etc. Donc c'est plus, au lieu des questions, c'est le processus de questionnement qui va être important. Et puis ne pas se dire il m'a répondu ça, donc c'est mort, je le prends pas. Aller plus loin, toujours aller plus loin et creuser et le faire parler. Et est-ce qu'il faut juger le look du candidat, la coiffure, etc. ou pas? Complètement. Complètement, c'est pour ça que nous on conseille aux chercheurs d'emploi de se préparer à la recherche d'emploi, donc de se préparer à l'entretien. Donc quand on va en entretien, le mieux c'est d'adopter les codes de l'entreprise. Quand on est serveur ou commis ou chef de rang, on y va en noir et blanc en chemise, pour les filles avec une jupe par exemple. Donc plus on va correspondre dans la tenue vestimentaire au code de l'entreprise, plus le recruteur va pouvoir se projeter, nous voir sur le poste pour lequel on vient postuler. Donc le recruteur doit faire attention à ce genre de détails. Est-ce que la personne se projette déjà? Est-ce qu'elle s'intègre déjà dans son look et dans son attitude? Alors c'est pas qu'il doit, c'est que comme c'est un être humain, il va le faire. Parce que c'est un réflexe d'être humain de juger quelqu'un. On doit juger un professionnel sur ses qualités professionnelles en moins d'1 heure. Donc en fait, on va faire attention au CV, à ce qu'il nous dit, et on va obligatoirement faire attention à l'apparence, on va faire attention à l'attitude, à la gestuelle, si quelqu'un nous regarde dans les yeux, s'il sourit, s'il ne sourit pas, s'il a les mains croisées, s'il est en position fermée. Tout ça, on va le voir parce que quand on est recruteur, on se dit, il faut que je trouve la bonne personne et j'ai très peu de temps. Est-ce que des questions comme, parce que là j'en vois une justement dans l'ouvrage, que disent vos amis de vous? Est-ce que ce genre de questions, les fameux 3 défauts, etc., est-ce qu'elles sont importantes ou pas? Elles sont importantes pour réussir à faire parler. En fait, c'est ça, c'est plus on va faire parler le candidat, plus on va pouvoir se dire est-ce que je me vois travailler avec lui, est-ce qu'il va pouvoir travailler dans cette équipe, comment est-ce qu'il réagit, etc. Et du coup, l'intérêt, c'est vraiment de poser des questions très ouvertes. Si vous posez des questions fermées, vous allez avoir des petites réponses fermées. Or, le but, c'est vraiment de connaître le candidat. Et ça ne va pas être un jugement sur lui en tant que tel, c'est lui en tant que tel, mais dans ma structure à moi, parce que je suis sûre que cette personne que vous avez recrutée était probablement très bien, mais elle ne pouvait pas fonctionner avec votre fonctionnement à vous. Donc, c'est-à-dire que ce genre de questions, c'est pas forcément la réponse qui importe, c'est plutôt la thématique, la manière dont la personne justement se positionne sur les réponses et ce qu'on ressent finalement de la personne. C'est-à-dire que ce que disent moi, peu importe, de personnes qui disent, et après la concordance peut-être avec les autres questions, etc., etc. Donc c'est en global, ces questions sont juste là pour arriver à savoir à qui on en a affaire plus que la réponse en tant que telle. Oui, c'est la manière dont il va nous raconter une histoire. Vous savez, par exemple, il y a des gens qui quittent une entreprise et qui ne prennent pas leur part d'erreur.
J'étais dans une boîte, le patron, nana, les managers, ceci, la boîte, etc. Et bon, quelqu'un, par exemple, qui ne prend pas sa part d'erreur, ça peut être embêtant dans certaines structures, parce que c'est peut-être qu'il ne se remet pas en question, il manque peut-être de hauteur de vue, voilà, et ça peut ne pas fonctionner dans des entreprises. Est-ce qu'on demande des mails de synthèse, par exemple, ou pas du tout, en tant que recruteur, par exemple le lendemain ou pas? Ça dépend les structures dans lesquelles on travaille, quand on est salarié. Donc, mais professionnellement parlant, pour soi-même et ses analyses, il vaut mieux faire des synthèses d'entretien. Ça laisse des traces écrites. Et ça permet de se remémorer, de remettre en place le visage du candidat qu'on a reçu. Donc, c'est-à-dire que le recruteur se permet aussi d'envoyer une synthèse aussi à la personne qu'il a reçue en entretien? Alors non, il va garder la synthèse pour lui. Après, il peut partager. Ça permet aussi aux chercheurs d'emploi de rectifier ses points négatifs et pour le prochain entretien, d'être un peu plus au top. Et on peut le demander à un candidat aussi, pareil? Tout à fait. D'accord, on demande au candidat de nous envoyer sa synthèse à lui, comment il a vécu l'entretien, et c'est ce qui permet aussi de voir et de c'est pas vrai, c'est pas encore dans les mœurs, mais ça peut se faire complètement. Franck, tu voulais réagir ou tu voulais nous envoyer en Nouvelle-Zélande? Tu ne prends plus le micro, ça y est? Je vais vous emmener en Nouvelle-Zélande. C'est magique, c'est sans fil, mais non, il faut s'approcher quand même. Oui, je vais vous emmener pour une nouvelle étape en Nouvelle-Zélande, donc sur la côte ouest. Sixième étape déjà? 6e étape, tu es sûr? Certain. Certain. Bon, je te fais confiance. Donc 6e étape sur la côte ouest, côté mer de Tasmanie. Non, c'est la 7e alors. Ah non, c'est la 6e, c'est ça, tu as raison. C'est la 6e. C'est ça. Donc là directement, on arrive dans la capitale. C'était le Parlement d'ailleurs néo-zélandais. 6e étape, donc on arrive sur Wellington, la capitale, qui est une ville qui est plus petite qu'Auckland. C'est 500 000 habitants. Donc une ville, encore une fois, totalement paisible, avec de nombreux parcs. Donc des parcs botaniques et des parcs naturels tout autour de cette ville, qui est une baie en fait qui fait la liaison entre l'île du Nord et l'île du Sud. Donc c'est l'arrivée de la traversée qu'on a vue là récemment, une traversée très mouvementée, puisque le détroit de Cook est un des endroits les plus agités au monde au niveau courant. Donc on prend le petit c'est pas un tramway, c'est un cable car qui monte sur les petits sommets, donc avec des grands parcs urbains dans lesquels on peut se promener. Une ville très verte, encore une ville jardin comme on les appelle, avec des panoramas splendides sur la baie de Wellington. Donc une ville très animée aussi, c'est une capitale, avec ses différents quartiers au bord de la baie, les quartiers résidentiels jusqu'aux petits cabanons de pêcheurs. Donc c'est un port très actif dans la zone Pacifique Sud, avec le port d'Auckland. Donc de cette ville, donc, qui est vraiment au sud, l'extrême sud de l'île du Nord. Donc on remonte le long du littoral, un littoral qui est très marqué par le volcanisme, puisqu'on a beaucoup de plages de sable noir, puisque l'île du Nord a une activité volcanique très très importante, et on va le voir dans ces images. Donc l'un des volcans actifs, bien sûr, comme la plupart des volcans néo-zélandais, donc qui crée vraiment une atmosphère très particulière, donc avec des courants d'air chaud. Donc on a des forêts de fougères arborescentes, avec toujours des endroits magiques, puisque les sols, les coulées de lave qui se sont séchés, donc en fait créent une étanchéité avec beaucoup de cascades et de végétation endémique de ces coulées. Une richesse exceptionnelle. Donc on continue sur la côte. La côte avec ses spécificités rocheuses, et également, dès qu'on rentre un petit peu dans l'intérieur des terres, on retrouve de nombreux paysages de films, en fait, donc les grosses productions comme Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits, etc. Et des particularités en Nouvelle-Zélande, donc des grottes. Ça, c'est pas la particularité, mais à l'intérieur de cette grotte, vous allez voir, c'est quelque chose de complètement magique.
c'est des colonies de vers luisants qui vont vous éclairer, qui vont faire comme des ciels étoilés. C'est unique au monde, c'est vraiment extraordinaire. Vous traversez ces grottes sous terre dans les rivières et vous êtes éclairé à la lueur des colonies de vers luisants. On est en train de me dire à l'oreillette que ce sont des LED. Donc non, ce ne sont pas des LED. Ce ne sont pas LED. Il n'y a pas de montage. Voilà. Donc sublime. on est vraiment dans quelque chose d'exceptionnel. Donc on enchaîne donc dans le centre de cette île, au bord des lacs. Encore une fois, le lac Topo, entouré de volcans. Donc là, énormément d'activités géothermiques autour de ces zones-là. On a cette chaîne de montagnes avec les volcans, donc, comme on peut s'en douter, qui produit derrière des courants une forte activité hydraulique avec des rivières à très très fort débit, sur lesquelles, encore une fois, on va pratiquer des activités extrême, puisque c'est sur ce coin-là où on va encore retrouver des activités de jetboat un peu plus sportives parce qu'il y a plus de débit, où on va retrouver des activités de rafting et toutes les activités de sport à eau vive. Donc voilà, il y a encore une activité, la sensation en caméra embarquée. Donc voilà, et ça va très très vite, comme on peut le voir sur les images. Donc de cette activité, comme je l'ai déjà dit, agricole en fait, ils en ont fait une activité touristique. Voilà. C'est-à-dire un transport pour les personnes qui étaient en activité agricole, ce transport-là, c'est ça. Ils se transportaient pour aller. Voilà, c'est ce que je dis. Donc l'activité volcanique, qu'on voit à travers de nombreux parcs également. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir régulièrement. Ça fait un petit peu, on va dire, Yellowstone avec des couleurs extraordinaires. C'est incroyable les filles, hein. C'est sublime les images, hein. Bravo. Là, on est sur vraiment des couleurs exceptionnelles. Alors le bleu turquoise qui donnerait envie en fait, c'est l'acide sulfurique, donc il vaut mieux éviter d'aller nager où on nage pas très longtemps. On nage pas très longtemps dans ce type de bassin. Donc voilà, cette diversité de paysages. Ça doit sentir fort alors. Alors là, ça sent très très fort. Le soufre. Ça sent très très fort le soufre. D'ailleurs, même la végétation en est jaune. Et il y a vraiment des endroits où il faut vraiment se mettre une écharpe quand on fait cette là, c'est pas des bains de boue alors, ça c'est pas. Pardon ? C'est pas des bains de boue là qu'on vient de voir. Non, là c'est pas des bains de boue. La boue est un peu chaude. Et là, on voit vraiment les mouvements de sol sur cette dernière image où c'est vraiment les tremblements de terre qui créent ces fractures. Donc toujours dans cette activité sismique à travers l'île du Nord. Lundi, on a fait deux voyages avec toi. Mardi, on en a fait un. Mercredi, on en a fait deux. Aujourd'hui, on en fait encore un. Ça en fait déjà 6. Et ben, il ne manque plus que dimanche où tu nous en feras notre 7e. C'est ça. Et on terminera par l'île du Nord et Auckland. Bah, écoute, avec grand plaisir. En tout cas, moi, ça me donne envie. Et c'est quoi le périple idéal? C'est combien de jours? Parce que là, j'ai envie de partir 3 ans. Là. Le périple idéal, il faut rester minimum 15 jours sur place. C'est-à-dire qu'en fait, si on lève les 4 jours de voyage, donc il faut au moins partir, idéalement c'est 3 semaines. C'est 3 semaines. Et vraiment, on ne s'ennuie pas une minute. Et le périple est extraordinaire. Merci. En tout cas, s'il y a un recruteur qui veut m'avoir en entretien en Nouvelle-Zélande, qui m'appelle, je viens tout de suite. Je viens rapidement. C'est vraiment sublime. Puisque justement, c'est la thématique du jour, les recruteurs, justement, les questions que vous aussi, vous devez vous poser, recruteurs, sur les candidats. Et il y a un petit détail que je me dis, tiens, il y a une annonce déjà que les recruteurs doivent formuler au préalable. Mais il y a aussi, c'est-à-dire que donc tout ce qui précède l'entretien, c'est déjà le début de l'entretien aussi, non? Même dans l'arrivée du candidat. Oui, alors c'est vrai que... mais là, tu parles côté recruteur ou côté... Côté recruteur. Oui, alors c'est vrai que les recruteurs vont étudier quand même ce qui se passe. Par exemple, moi, je l'avais quand j'avais ce cas-là quand j'étais recruteur. Si on faisait attendre des candidats, on avait parfois un candidat qui attendait, mais c'est pas parce qu'on le faisait volontairement, hein, il n'y avait pas des caméras pour l'espionner, mais on prenait un retard dans notre journée de recruteur. Et il y avait certains candidats qui allaient s'en prendre, par exemple, à l'assistante, en disant oui, c'est inadmissible, Madame de Foucault, elle est en retard, etc. Ils s'en prenaient à l'assistante, et puis après moi, quand j'arrivais, bonjour Madame, et donc il y avait eu un décalage entre ce qu'il me montrait et la manière dont il s'était comporté vis-à-vis de la personne à l'accueil. Bon ben ça, l'entretien avait démarré avant. Parce que quelqu'un qui est capable de faire ça, je ne suis pas certaine que je veuille après l'embaucher dans ma structure. Donc là aussi, attention pour les candidats, attention faites attention où vous mettez les pieds bien avant de mettre les pieds quelque part.
Ou alors rester naturel. Parce Oui, que sur ce rester- genre de oui, truc, oui. c'est finalement le goujat, les goujats, quoi. Vaut mieux ça, soyez naturel. Mais je veux dire, au-delà de ça, c'est pareil aussi quand arrive le candidat. Est-ce que justement, on ne doit pas lui poser des questions assez anecdotiques est-ce qu'il a trouvé facilement? Est-ce qu'il veut un café? Est-ce que tout, voilà. Alors c'est pareil, on le conseille. Ça dépend. Oui, On le conseille parce que c'est aussi une manière d'accueillir l'autre. Parce que ce que les recruteurs ne doivent jamais oublier, c'est que les candidats aussi les recrutent. C'est comme, encore une fois, dans une rencontre amoureuse, ça se fait dans les deux sens. Donc si vous accueillez bien la personne... C'est une sorte de va-et-vient. Exactement, on est d'accord. Et si vous accueillez bien la personne, si vous la mettez à l'aise, si vous vous intéressez à elle, elle va s'intéresser à vous. Donc entamer tout de suite un entretien avec des questions pièges ou des questions difficiles, je ne suis pas certaine que ça mettra le candidat dans le meilleur état d'esprit. Et surtout, je ne suis pas certaine qu'il aura envie de me recruter. Une question, les garçons, ou pas? Moi, une question. Moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui travaillait dans un cabinet de recrutement et qui, finalement, à la conclusion, avait dit que, semble-t-il, ce qui semblait le plus efficace pour elle, c'était les candidatures spontanées et notamment le fait de prendre le téléphone et d'aller venir aux infos. Est-ce que vous avez bien reçu ma candidature? Et de fil en aiguille, d'entretenir peut-être une conversation. Et à défaut d'avoir un entretien ou un poste avec la personne qu'on a, de peut-être développer son réseau comme ça. Parce que l'interlocuteur peut venir dire mais j'ai peut-être quelqu'un qui est intéressé par votre profil. Et finalement, c'est faire appel comment dire, à la lucidité d'un être humain. C'est-à-dire que même si c'est un recruteur, c'est quelqu'un qui est un être humain. Et le fait qu'on l'appelle, le fait qu'on se fasse reconnaître, le fait qu'on existe, vous allez vite venir à son idée lorsqu'il va penser peut-être à mettre un poste sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraissait pas très clair peut-être, mais Tu veux répondre? En Tu gros, veux répondre? en gros, Je pour peux- reformuler, est-ce que c'est intéressant de se faire connaître auprès de l'entreprise avant même d'avoir un poste éventuel? et Oui, même tout à d'y fait. aller sans forcément pour avoir un poste là-bas, mais se faire connaître et développer éventuellement un réseau. C'est développer son réseau avant de chercher un emploi, ou quand ça arrive, développer son réseau justement pour avoir des connaissances, pour avoir des gens qui viennent vous porter des offres d'emploi du bouche à oreille. Et je voulais revenir à l'image avant l'entretien. L'image, elle se cultive tout le temps. Notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est, on va dire, le premier canal de recrutement dans le Var, sur les réseaux sociaux, puisque les gens sont beaucoup chez eux, ceux qui ne travaillent pas. Donc en fait, l'image, elle est dans les commentaires. C'est-à-dire, moi je vois donc sur ma plateforme virtuelle, quand je mets une petite boutade, derrière on a des commentaires de gens qui s'amusent, des gens qui s'amusent pas aussi. Donc là, le recruteur qui est présent, il voit ça. Donc il se dit, ben moi cette personne, ce pseudo, je le recruterai pas. Donc là, je parle de ma plateforme. Ensuite, l'image qu'on véhicule à l'extérieur. On est en voiture, voilà, on se fait cogner, on dit des gros mots, moi j'entends, hein, et je regarde bien les gens. Alors, je suis physionomiste, donc quand je reçois des gens, des jeunes que j'ai vu agir dans la rue, c'est hors de question que je les mette sur une entreprise qui a envie d'avoir un candidat bien cadré, avec un beau savoir-être et une belle présentation. Qu'est-ce que laisser le mot pour conclure alors, les recruteurs? Bosser aussi. Eh ben, ça veut dire que c'est dans les deux sens. Ça veut dire que l'entreprise doit avoir une belle marque employeur. Et Mais le côté chercheur d'emploi. candidat, le côté chercheur d'emploi, il y a la notion de marque candidat et d'image du candidat. Hélène Lee et Christelle Defoucault pour cet ouvrage Recruteur 80 questions pour réussir vos entretiens. Mais aujourd'hui, nous avons reçu donc Martine Sophie Komiakov et Christelle Defoucault, toutes deux, voilà, qu'on peut retrouver. Comment c'est vos vidéos déjà, c'est le nom? Alors la chaîne YouTube s'appelle Le grand jeu de la recherche d'un job. Et la série que nous avons entamée avec Martine Sophie, qui est dans cette chaîne YouTube, c'est Sophie cherche un job. Merci les filles, merci Franck. Merci à vous. Merci Philippe, Merci merci à vous. Philippe. Merci. Merci. Et à dimanche pour le dernier épisode. À dimanche. Merci à tous, à très vite.